Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa, très heureux de vous retrouver aujourd'hui à Notre-Dame-des-Minimes à Lyon. Je suis accompagné de Monsieur Bourgila. Bonjour Monsieur Bourgila. Bonjour Dorian. Qui est donc professeur de mathématiques classe préparatoire. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer Monsieur Bourgila par vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Badine Bourgila, je suis professeur de mathématiques en première année mathématiques approfondies et j'interviens également en deuxième année mathématiques appliquées à Notre-Dame-des-Minimes à Lyon 5. Génial. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a donné envie, Monsieur Bourgila, d'enseigner en classe préparatoire au CG? Enseigner en classe préparatoire, moi j'ai déjà enseigné dans le secondaire, donc j'ai fait 5 ans au collège, j'ai fait 10 ans au lycée, donc ce qui fait que à un moment donné, je me suis rendu compte que je suis en train de refaire la même chose d'une année sur l'autre. Donc voilà, me lancer en prépa, donc c'est un autre défi. On voit les mathématiques, on enseigne les mathématiques d'une autre façon. Donc les notions qui sont étudiées sont plus approfondies, ce qui rend mon travail. Avant, il était aussi intéressant, mais ça le rend encore plus intéressant. Ça le rend plus stimulant. Plus stimulant, voilà. Classe préparatoire, génial. Quelles sont les clés, question très vaste, mais quelles sont les clés pour réussir les mathématiques, que ce soit les mathématiques appliquées ou les mathématiques approfondies en prépa ECG, matière la plus importante, je dirais, d'un point de vue coefficient pour la majorité des écoles? Donc les clés pour réussir en classe préparatoire, déjà la première chose, c'est avoir la motivation. Donc il faut être très motivé. La deuxième chose, il faudra un travail qui doit être régulier. Donc il faut travailler d'une façon régulière. Ensuite, avoir un rythme qui est soutenu. Ensuite, il faut éviter de laisser les lacunes s'installer. Éviter à tout prix de prendre du retard. Donc à chaque fois qu'on repère une lacune dans telle ou telle notion, il faudra rapidement corriger ces lacunes-là. Et après, une chose qui est très très intéressante et très importante, c'est d'écouter les conseils de ses professeurs. Donc les professeurs, ils sont là. C'est ce qui distingue un peu le fait que la présence des professeurs, parce que les cours, on les trouve dans le livre, on les trouve sur Internet, mais les professeurs font de telle sorte que ces cours-là, ils vont les enseigner en fonction du profil des étudiants qui sont en face d'eux. Donc, ce qui fait qu'ils vont vous donner un certain nombre de conseils. Ces conseils-là, il faudra bien les prendre en compte, il faudra essayer de les appliquer. Donc voilà, travailler d'une façon régulière et après toujours insister sur ses points forts, repérer rapidement ses points forts et ses points faibles. Donc les points forts, faire de telle sorte qu'on doit les consolider et les points faibles, faire de telle sorte qu'on doit les corriger. Comment justement on arrive à organiser quotidiennement son travail en mathématiques? C'est vrai que c'est une question qui est récurrente, qui revient de beaucoup d'étudiants, parce que quand ils arrivent, surtout en première année, quand ils arrivent du secondaire, ils voient au départ, ça leur fait un choc, parce que le rythme de travail est complètement différent. On leur demande d'apprendre beaucoup de choses, d'avancer vite, parce que les cours, ils s'enchaînent, d'une semaine à une autre, on change rapidement les notions qu'on est en train d'étudier. Et là, qu'est-ce qu'il faudra, la méthode qu'il faudra utiliser, c'est celle que je conseille beaucoup à mes étudiants, c'est de faire de telle sorte que le travail qui a été fait dans la journée en classe doit être révisé, appris et compris le soir même. Il faudra arriver le soir et se dire, dans la journée, on a travaillé sur ça, je vais réviser ces points-là. Comme ça, ils arrivent avec les explications de leur professeur qui sont encore fraîches dans leur tête. Et là, se poser la question et se dire, est-ce que vraiment cette notion-là, est-ce que je l'ai bien comprise? Parce que des fois, ça arrive que quand on est en classe et que le professeur explique, on a l'impression d'avoir compris, mais quand on se retrouve tout seul, on se rend compte, qu'on avait cru avoir compris, mais ce n'est pas le cas. Donc à ce moment-là, avec les explications qui sont fraîches, ça permet d'assimiler rapidement les notions, ça permet aussi d'apprendre facilement le cours. Et ensuite, au moment où on se rend compte qu'on n'a pas compris quelque chose, d'aller rapidement voir son professeur pour dire, cette notion-là, je ne l'ai pas comprise, est-ce que vous pouvez me la réexpliquer? En mathématiques, comment on arrive à allier l'apprentissage du cours, des théorèmes, des définitions, et également les exercices types pour générer les automatismes et allier les deux? Alors, en mathématiques, comme je crois que pour toutes les matières, le cours est très, très, très important. À savoir, les mathématiques, c'est bon, on a passé l'étape où il faut juste savoir faire des calculs. Non, maintenant, les mathématiques, c'est
il faudra connaître son cours. Et quand je dis connaître son cours, déjà, il faudra l'apprendre par cœur. Et ensuite, il faudra bien aussi le comprendre. Donc, ce qui fait que le cours, il doit être travaillé d'une façon très, très, très sérieuse. Ensuite, une fois que le cours est appris et compris, il faudra passer aux exercices. Maintenant, il faudra savoir comment appliquer ce qu'on a dans le cours pour faire les exercices. Donc, la première partie, donc le cours, quand il est donné par les professeurs, on y trouve tout le temps des petits exercices d'application directe des propriétés, des théorèmes, des définitions. On y trouve aussi des exemples et dans ces exemples, dans ces exercices, se cache un certain nombre de méthodes, ce qu'on appelle nous des méthodes de base. Le fait que ces exercices arrivent directement après le théorème, les théorèmes font de telle sorte que je sais que pour telle question, je dois utiliser tel théorème. C'est par ça qu'il faudra commencer. Donc, une bonne maîtrise du cours, il faudra le connaître par cœur, certes. Comme ça, on n'a pas à chaque fois qu'on fait les exercices à aller chercher dans son cahier de cours et ensuite se dire, voilà, donc telle méthode de base, je dois l'appliquer au moment où je dois répondre à telle ou telle question. Une fois que ça c'est fait, donc on passe aux exercices. Donc, les exercices, il faudra aussi varier les exercices. Quand je travaille sur une notion, donc un exercice sur telle ou telle notion, il faudra toujours se dire, avant d'attaquer l'exercice, je vais jeter quand même un coup d'œil sur ce qui a été fait dans le cours sur cette notion-là, relire les définitions, relire les théorèmes, et ensuite on attaque les exercices. Maintenant, quand on travaille sur les exercices, il y a un certain nombre d'exercices qui sont calculatoires, où le cours nous ne sert pas beaucoup, on va dire, donc des questions calculatoires, celles-là, on y arrive. Après, on se rend compte que des fois, il y a un certain nombre de questions qui sont, elles, axées sur le raisonnement. Axé sur le raisonnement fait de telle sorte que le cours devient indispensable. J'ai la question devant moi. Pour répondre à cette question-là, il faut que j'arrive à faire le lien avec le cours et ensuite faire mes propres manipulations pour pouvoir arriver à la conclusion. Donc, ce qui fait qu'il ne faut surtout pas dissocier le cours des exercices. En même temps qu'on fait les exercices, le cours doit être présent soit dans notre mémoire parce qu'on l'a appris, soit il doit être présent à côté. Il faut toujours y jeter un coup d'œil pour aller chercher les bonnes méthodes pour répondre à telle ou telle question. Très clair, merci beaucoup Monsieur Bourgila. Comment construire une fiche de révision efficace en mathématiques ? Alors, les fiches de révision, ce n'est pas quelque chose que j'en conseille moi à mes étudiants. Je sais, voilà, un certain nombre d'étudiants donc, ils préfèrent faire des fiches. Moi, je trouve que le cours, donc les cours, on peut les trouver dans des livres, comme il y a le cours de leur professeur. Là, maintenant, on a accès sur sa tablette, sur son téléphone portable, rapidement, aux formules. Et il y a même un certain nombre de livres où ils sont faits. Donc, ce sont des livres où il y a les formules qui sont déjà faites. Les fiches, ils sont presque déjà faites. Moi, les fiches, ce que je conseille à mes étudiants, c'est faire des fiches où, quand on travaille sur un exercice et qu'on se rend compte qu'à un moment donné, on cherche à répondre à une question et on est bloqué. Voilà, on ne sait pas comment faire. Donc là, on est bloqué. Donc là, je leur conseille toujours de ne pas abandonner les questions difficiles. Il faudra prendre le temps de réfléchir, faire des schémas, faire des dessins, aller revoir son cours, revoir éventuellement les exercices précédents. Mais si on est vraiment bloqué, à ce moment-là, on va aller chercher la correction. Donc la correction qui est fournie par son professeur, ou bien si on travaille sur un livre où il y a des exercices qui sont corrigés. Et là, c'est à ce moment-là que la fiche devient importante. Je vais prendre ma fiche, je vais noter pour telle question, j'étais bloqué à ce moment-là. Et grâce à cette astuce-là, j'ai réussi à débloquer la situation. C'est des fiches méthodes. J'étais bloqué là, voici l'astuce pour débloquer la situation. Voilà. Après, je sais que pour un certain nombre d'étudiants, le fait de réécrire le cours sur des fiches, ça leur permet aussi de l'apprendre. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je conseille systématiquement. Non, c'est parfait, merci. Voilà. Très intéressant comme réponse. Le jour du concours, il y a énormément d'épreuves de mathématiques, que ce soit les maths écricom, les maths ELEC, les maths EM, les maths parisiennes, les maths 2. Pour les ECT, il y a également les maths PSB, les maths ESCP. Ça nous fait 7 épreuves chaque année en tout. Donc c'est très bien pour les profs de maths, pour analyser, etc. Mais concrètement, le jour du concours, quand on arrive devant une épreuve, comment on arrive à lire efficacement le sujet et à savoir, ok, je vais commencer par cet exercice-là plutôt que cet exercice-là. Comment on arrive à faire ce choix ? Alors pareil ici, c'est quelque chose, voilà, c'est un conseil que je donne à mes étudiants. Vous n'êtes pas du tout obligé de lire tout le sujet. En mathématiques, quand on arrive devant un exercice, il y a les premières questions, donc voilà, on comprend de quoi ça parle. Mais plus on avance dans l'exercice, en fait, les questions dépendent des questions précédentes. On se perd vite, on se perd très vite.
Donc, ce qui fait que le conseil que je leur donne, c'est une fois que vous avez le sujet devant vous, à ce moment-là, donc analysez les parties qui sont données. Donc, il y a les concours écrits comme Million et EDEC, donc on trouve des parties. Donc, voilà, donc il y a 3 blocs, probabilité, analyse et algèbre. Donc, à ce moment-là, je leur dis, commencez par se dire, je vais commencer par l'exercice avec lequel je me sens le plus à l'aise. Déjà pendant l'année, la première année comme la deuxième année, donc vous savez à peu près la matière ou bien les notions avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Se dire, tiens, je vais commencer par cet exercice-là, et à ce moment-là, on va commencer à lire les questions de cet exercice-là. On commence toujours par les questions. Les premières questions en général sont des questions classiques qui reviennent à peu près tout le temps, avec lesquelles ils se sont beaucoup entraînés. Et plus on va avancer, donc au lieu de chercher à lire tout le sujet, c'est plutôt bien lire chaque question, de bien comprendre chaque question. Comme d'autres matières, pour éviter de faire du hors-sujet, et ensuite analyser chaque question et faire de telle sorte de ne pas se lancer rapidement à rédiger sa réponse. Prendre le temps d'analyser, se dire, cette question-là, certes, je sais comment répondre, j'ai déjà une idée comment faire, mais tiens, est-ce qu'il y a un moyen pour pouvoir y répondre d'une façon plus efficace, d'une façon plus rapide? Plus j'avance dans le sujet, il faut toujours garder dans sa tête que j'ai déjà répondu à un certain nombre de questions. Est-ce que ces questions-là vont me permettre de répondre à cette nouvelle question sans passer par des chemins complexes? Le fait de lire tout le sujet, pour moi, c'est je ne vais pas dire une perte de temps, mais à un moment donné, on se perd. On se perd. Voilà. Même moi, je suis professeur. Quand je prends un sujet qui est assez long, un exercice qui est assez long, quand je commence la première question de coup, je sais de quoi ça parle, la deuxième, je sais de quoi ça parle. Ensuite, plus j'avance, plus on ne sait pas, est-ce que c'est une question classique, est-ce qu'on saura vraiment y répondre sans avoir vraiment commencé à faire l'exercice. D'accord, merci beaucoup. La question suivante qu'on avait notée, même si on a un petit peu la réponse, c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Faut-il nécessairement, en mathématiques, faire l'intégralité du sujet pour obtenir une bonne note? Non. Non. Déjà, les sujets sont infaisables en 4 heures. Il y a très peu de sujets et parmi les concours que j'ai vus, je crois qu'il doit y en avoir très très peu qu'on peut faire en 4 heures. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudra chercher à faire? Chercher à faire un maximum de questions correctes. Les rédiger comme il faut. À chaque fois qu'on répond à une question, prendre le temps de bien noter les hypothèses pour pouvoir appliquer telle ou telle propriété, de bien rédiger, éviter les fautes d'orthographe, donc comme dans les autres matières, éviter surtout les fautes de calcul, les erreurs, ce qu'on appelle les erreurs d'inattention, qui font que des calculs qui peuvent être simples deviennent compliqués parce qu'on a commis telle ou telle erreur d'inattention. Non, prendre le temps de bien analyser les questions, de bien rédiger sa réponse, éviter toutes ces erreurs d'inattention et avancer un peu, et avancer sereinement. Ne pas se dire dans la tête, je dois forcément terminer le sujet pour pouvoir avoir une bonne note. Non, non, bien faire les choses. Voilà, chercher la qualité que la quantité. Très clair. Et comment on arrive à gérer son stress lorsqu'on est au moment du concours ou dans une épreuve au sens plus large et que finalement on a une question qui est difficile, qu'on n'arrive pas à traiter? Comment réussir à passer outre, à ne pas se laisser démonter par cette question? Abandonnez-la. Abandonnez-la. Donc toujours, on commence par faire les questions classiques. Donc l'objectif, c'est de gagner un maximum de points. Et donc ce qui fait que les questions classiques, normalement, on doit savoir les faire. Mais quand on arrive devant une question qui est difficile, qu'on n'a jamais rencontrée, il ne faut pas l'abandonner directement. Il faudra prendre cette question, essayer d'y répondre, faire des petits schémas, donc faire des tests. Si on y arrive, très bien, mais il ne faut pas passer 10 minutes ou bien un quart d'heure alors qu'on n'a pas d'idée. Si on a réussi à trouver une idée par où commencer, allez-y, essayez, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous voyez que le temps passe, je dirais, 5 minutes. Au bout de 5 minutes, mais même peut-être un peu moins, on n'a aucune idée, on ne sait pas par où commencer, abandonnez la question. Dans le concours, il y a tellement de questions où on n'a pas à se prendre la tête parce que je n'ai pas réussi telle ou telle question. Est-ce que vous recommandez justement de mettre, par exemple, si on a déjà une idée ou un début, une amorce, on le met quand même si on n'est pas certain? Oui. Les correcteurs, en fait, le fait de lire une idée, même si on n'a pas abouti au résultat qui est demandé, ça peut être valorisé, bien sûr.
Parfait. On a noté une question qui est la suivante. Qu'est-ce qui distingue selon vous les trois épreuves, je dirais, mainstream en maths en ECG, les maths EDEC, les maths EM Lyon et les maths Écricom? Pourquoi je dis mainstream? Parce que de manière globale, de par les conceptions croisées, Écricom c'est la banque d'épreuves qui possède le plus de candidats. Les maths EM Lyon et les maths EDEC sont utilisés par la majorité des écoles, enfin toutes les écoles de la BCE hormis les trois parisiennes. Donc c'est en ce sens que je les définissais comme telles. Donc la question était la suivante. Qu'est-ce qui distingue ces trois épreuves, maths EDEC, maths EM Lyon et maths Écricom pour les prépas ECG? Alors, avant de parler de ce qu'elles les distinguent, je vais parler de leurs points communs. Ces trois épreuves, on les trouve déjà presque, si on les travaille toutes les trois, on y trouve tout le programme, ou la majorité des notions qui ont été étudiées en première année, en deuxième année. Donc pas d'impasse. Pas d'impasse, voilà. Et on y trouve pas mal de questions classiques. Donc les questions qui reviennent d'une année sur l'autre. L'autre point commun que je trouve qui est très intéressant, c'est que dans ces trois épreuves, je trouve qu'il y a un équilibre entre les questions calculatoires et les questions qui sont axées sur le raisonnement. Et maintenant, ce qui les distingue, donc Écricom, ce qui la distingue des deux autres, c'est l'importance qu'il donne aux questions en informatique. On y trouve pas mal de questions en informatique, soit pour écrire des programmes, soit pour compléter des programmes. On y trouve aussi, dès sa mise en place dans les nouveaux programmes, des questions liées à SQL. Donc ça, c'est concernant Écricom. Et pour EDEC et l'EM Lyon, je ne vois pas vraiment une grande différence. Donc je trouve qu'ils sont à peu près de même niveau. Là, peut-être que je dirais que les sujets d'EDEC sont un peu plus longs que ceux de l'EM Lyon. Très très clair. Et ici, donc, question sur la principale différence entre les maths 1 et les maths 2 et comment finalement se préparer à ces épreuves de maths parisiennes qui sont pour le coup beaucoup plus mastoc et complexes que les trois mainstream. Comme tout à l'heure, donc je vais commencer par le point commun. Donc il y a un point qui est commun à ces deux épreuves, c'est qu'elles sont des épreuves qui sont très difficiles. Pour maths 1, donc je sais qu'au maths 1, donc ça sert pour intégrer les trois parisiennes, donc les écoles parisiennes, alors que pour maths 2, c'est pour les trois parisiennes et ensuite il y a aussi pour l'EM Lyon et l'EDEC. Donc pour pouvoir réussir ces deux épreuves, il faudra un travail qui doit être fait dès le début de la deuxième année. Dès qu'on voit que les notions, on a avancé dans le programme de deuxième année, dès qu'on voit, donc on va aller chercher dans ces sujets, dans les anciens sujets, les épreuves donc, qui correspondent aux notions qu'on a déjà étudiées et commencer à les travailler. Un sujet de maths 1 ou bien de maths 2, je conseille de commencer par maths 2. Voilà, donc ce sont des sujets, à mon avis, donc peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, à mon avis, je les trouve moins difficiles que celles de maths 1. Donc commencez par celle-ci. Et un sujet de maths 2, il ne faut pas se dire, je vais le commencer dans la journée et le terminer dans la journée. Non, il faudra vraiment prendre le temps de travailler les questions et éventuellement étaler le travail sur une semaine. Et après, ces épreuves-là, donc toutes les deux d'ailleurs, on y trouve beaucoup de questions qui sont axées sur le raisonnement. Donc ce qui fait qu'une connaissance parfaite du cours est indispensable pour pouvoir avoir une bonne note pour ces épreuves. Et ce sont des épreuves aussi qui sont assez longues. Donc ces épreuves-là, toutes les deux, donc il y a un problème, en fait c'est un seul problème, il me semble, qui au fur et à mesure qu'on avance dans les questions, l'objectif c'est pour atteindre un résultat final. Donc ce qui fait que les questions sont en général liées. Et un des points communs aussi dans ces sujets, c'est que les questions faciles, donc on laisse les étudiants les faire tout seuls. Par contre, les questions qui sont difficiles, les résultats sont fournis. Donc ce qui fait qu'au plus on avance dans le sujet, il faudra toujours se dire je n'ai pas réussi à faire telle ou telle question, mais je peux quand même utiliser le résultat pour répondre à d'autres questions. Et voilà, donc il y a aussi les questions calculatoires. Celles-ci, en général, il faudra savoir les faire. On y trouve des questions classiques, mais il faut avoir quand même une aisance en mathématiques pour pouvoir bien travailler ces sujets. Et enfin, M. Brochila, une dernière question qui est finalement un conseil à donner pour les lycéens, les préparationnaires qui nous regardent pour réussir en mathématiques et obtenir une bonne note, que ce soit en ECT, en BL, en maths appro ou en maths appli.
Alors, un dernier concept, peut-être même plusieurs. Donc, le premier, donc voilà, de garder la motivation. Donc, ne jamais baisser les bras, même si on se rend compte qu'on a des difficultés en première année ou bien en deuxième année. Non, on continue à se battre, à éventuellement revoir son organisation. Ils vont ensuite écouter donc les conseils de ses professeurs. Et après, donc, un conseil qui est très important à prendre en compte, c'est d'écouter aussi son corps. Parce que certes, on leur demande de travailler beaucoup, d'avoir un rythme qui est soutenu, mais à un moment donné, notre corps peut ne pas suivre. Donc, au moment où vous vous sentez fatigué, vous sentez que votre travail n'est pas efficace, prenez le temps d'aller vous reposer, faites des nuits de sommeil complètes, avoir une alimentation qui doit être saine. Si vous pratiquez une activité sportive, continuez à la pratiquer. Donc voilà les conseils que je pourrais donner aux étudiants pour bien réussir au concours. Merci beaucoup, Monsieur Bourgila, Merci pour à cet vous. échange. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à directement nous les poser en commentaire. Et on se retrouve très vite sur Mister Prépa.